Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin un invité exceptionnel dans le grand entretien. Il a été Premier ministre du Royaume-Uni de 2019 à 2022, longtemps maire de Londres. Il fut le chef du Parti conservateur britannique et un fervent défenseur du Brexit. Ouais. Boris Johnson, bonjour. Bonjour, c'est très gentil. Et bienvenue sur France Inter. C'est très gentil. Le café, c'est formidable. Le café est bon ? Même mieux qu'à Londres. Ah, même mieux qu'à Londres. On va parler avec vous de vos mémoires intitulées Indomptables qui sortent en France chez Stock. Je précise que vous allez vous exprimer en français ce matin parce que vous l'écrivez dans le livre. Vous adorez la France et les Français et vous ajoutez que votre très chère grand-mère paternelle, que vous appeliez Granny Butter, était française et que vous vous efforcez de lire 10 pages de romans en français chaque jour. Vous lisez vraiment 10 pages ? Non, j'essaie de lire en français, mais à vrai dire, je ne peux pas parler très bien français. Il y a maintenant 30 ans que j'étais un journaliste à Bruxelles et il fallait parler français dans la salle de presse, mais j'oublie tout et j'ai très grand peur maintenant. Mais je fais l'effort. Vous faites l'effort ce matin, vous nous avez dit... Parce qu'il faut parler des choses très importantes. Et donc, vous parlez français. Quel livre en français, vous lisez 10 pages par jour ? Des romans très simples de Georges Simenon. De Maigret. Maigret, voilà. Mais même là, je trouve beaucoup de mots que je ne connais pas. Alors, Indomptable, c'est des mémoires de 700 pages avec une couverture en noir et blanc façon Barack Obama. Mais quand on retourne le livre, et là, Nicolas, retournez le livre, parce qu'on a passé 5 ou 10 minutes sur cette photo de quatrième de couverture, on vous voit, cheveux au vent, sur une moto poursuivie par un petit chien, avec les cheveux au vent, parce que bon, voilà. Et en exergue du livre, cette phrase que vous aviez prononcé au moment où vous aviez quitté Downing Street après un scandale. Vous étiez sorti en citant une phrase de Terminator 2, « Hasta la vista ». Bon, voilà, on aime beaucoup c'est juste pour situer le décor, on aime beaucoup cette photo. Le livre est à votre image, déchaîné. Oui, déchaîné. Donc la photo, ça peut évoquer un peu l'idée de libération, de déchaînement, de déclenchement de potentiel. Et ça, c'est un des 2 ou 3 thèmes clés du livre. À l'Angleterre, on n'a pas la même équilibre dans la conjoncture, dans l'économie que vous avez en France. Donc, les grandes villes de l'Angleterre, ils ont... Ici en France, Bordeaux, Lyon, Marseille, ils ont assez taux de production, des vrais potentiels, vous dites en France. Et en Angleterre, il n'y a que Londres. C'est la même chose en Allemagne, aux États-Unis, en Italie, et en Angleterre, l'économie, la productivité, c'est concentré à Londres et la Sud-Est. Et donc un des ambitions quand j'étais Premier ministre, c'était de nivellement en haut. Niveler par le haut. Nivellement par le haut. Leveling up. Et donner aux régions plus de pouvoir, plus d'autonomie. L'infrastructure et tout ça. Et deuxièmement, il y a une idée de liberté constitutionnelle pour le Royaume-Uni. Et je raconte la lutte pour le Brexit et la liberté de faire des choses différentes. Et en particulier, vous voyez, on oublie tout ça maintenant, parce que c'est il y a 2 ou 3 années, mais quand on a eu la pandémie, grâce à la Brexit, on a eu la possibilité de faire les vaccinations en Angleterre beaucoup plus en avance qu'on aurait. Oui, alors là, vous commencez à défendre votre position du Brexit. On va y revenir, qui n'est plus tellement soutenue, voire plus du tout en Angleterre, c'est-à-dire que le vote des Anglais de 2016 a un peu évolué, on va dire, si on regarde les sondages... Mais si vous voyez les sondages avant
le Brexit, ils étaient le même. Et je vous jure, les Britanniques vont jamais retourner Dans l'Union européenne. Jamais, parce qu'il fallait voter pour donner 20 milliards de livres sterling pour avoir le privilège de céder le contrôle des lois, des frontières et le livre et joindre la livre et joindre l'euro. Et ça n'arrivera jamais. Oui. On entend en tout cas que vous n'avez aucun regret. Hein. Ok. Il n'y a aucun regret. Aucun. Et dans Indomptable, dans le livre Indomptable, j'explique comment ça s'est passé avec les vaccinations et beaucoup. Oui, on va revenir sur le Covid parce que ça vous a valu aussi votre démission, Boris Johnson. Mais peut-être, Nicolas, Trump, parce que on vous a comparé beaucoup à Donald Trump, pas seulement pour vos excentricités capillaires, pas seulement pour les cheveux. Ces analogies sont très treacherous, traîtresses. Ça, c'est Harold Manning qui est juste là pour nous aider. Donc, Trump, je constate seulement que Trump, à mon avis, il sera pas aussi mauvais, peut-être, que vous craignez. Française. C'est pas aussi pire que vous craignez. Vous voyez ce qu'il a vraiment, voyez ce qu'il a fait parce qu'il a dit pendant qu'il était à la Maison Blanche. Sur le plan économique, il a parlé beaucoup des tarifs douaniers, de trade war, mais il a fait un accord libre-échange avec la Chine. Sur les affaires étrangères, à mon avis, j'ai vu qu'il était en fait plus dur sur quelques dossiers très très importants et plus forts que les démocrates. Lesquels? Quels sujets? Obama, vous voyez, les Syriens, Bachar al-Assad a utilisé les armes chimiques contre ses propres citoyens. Et nous avons fait rien, et Obama a fait rien, et nous à Londres on fait rien. Mais Donald Trump, quand il a fait encore, Donald Trump a bombardé avec tant de violence que Bachar al-Assad n'a jamais utilisé les armes chimiques encore. Voilà, point numéro 1. 2, Iran. Le JCPOA, le plan pour arrêter le nucléaire, arrêter les armes nucléaires d'Iran, ça ne marchait jamais. Mais Trump a décidé, vous vous souvenez, de vaporiser, liquider ce type Qassem Soleimani, le chef de garde des gardes républicains, des gardes révolutionnaires iraniens. Il ne restait rien sauf sa bague, son bague. Sa bague, voilà. Sa bague de signette. Et tout le monde à Londres a dit qu'est-ce qui se passe, mais Trump avait raison. Troisième, sur Ukraine. Ah ben justement. Que c'est très important. Sur Ukraine. Et après qu'il avait tué Qassem Soleimani, l'Iran, c'est devenu plus tranquille. Mais sur l'Ukraine, je constate que c'était Trump, pas Barack Obama, pas Joe Biden, qui les a donnés les Javelin missiles contre les blindés, qui étaient très importants pendant la lutte pour le Kiev, qui ont beaucoup assisté les Ukrainiens de mettre les Russes dehors de Kiev. Et c'était Trump qui a fait ça. D'accord, mais Boris Johnson... Donc, voyez ce qu'il fait pas ce qu'il dit. Oui, et pourtant, Donald Trump a ça pour lui, qu'en général, il fait ce qu'il dit aussi, c'est-à-dire que... Mais voilà, vous avez raison, Léa, mais qu'est-ce qu'il dit maintenant? Je vais régler ça en une journée. Je vais régler l'Ukraine en 24 heures. Ouais, voilà ce qu'il dit. Mais ça veut dire rien. C'est du rhétorique, quoi. Je me demande comment un type comme Donald J. Trump peut
inauguré son mandat par une capitulation, par humiliation pour l'Ouest, pour l'OTAN, et pour lui-même, s'il donnait la possibilité à Poutine de vaincre l'Ukraine. C'est-à-dire je crois que c'est ça. C'est sur ça que vous vous basez. Donc, la chose même que tout le monde dit qu'il a un ego, c'est son orgueil, j'espère qu'il n'accepterait jamais qu'il soit battu par Poutine. Mais parce que, excusez-moi, Boris Johnson, quand on lit votre livre, et les pages sur l'Ukraine sont très intéressantes et sont d'ailleurs passionnantes dans le livre, parce que vous avez toujours été, comme d'ailleurs les Anglais, l'opinion publique britannique, très pro-ukrainien dès le premier jour, les portraits que vous faites de Zelensky. Comme le peuple français. Oui, quand Zelensky vous appelle au téléphone, vous lui demandez quelle arme, le jour de l'invasion, quelle arme on doit vous fournir, il vous répond n'importe quelle arme, il faut donner, vous écrivez dans le livre, on n'a pas fait assez pour l'Ukraine, on n'a pas donné assez pour l'Ukraine. Et quand vous voyez, et vous nous expliquez ce matin, et vous nous expliquez aussi dans le livre, que finalement Donald Trump n'ayez pas aussi peur de lui. Mais Donald Trump, vous ne pensez pas qu'il va forcer les Ukrainiens à signer une paix avec Poutine, une paix où ils vont perdre un maximum de territoire, le Donbass et d'autres, aux conditions de Poutine. Vous ne pensez pas que c'est ça qui va se passer en janvier, février prochain ? Ça serait affreux. Ça serait un désastre pour le monde, pour l'Europe, et bien sûr pour l'Amérique. Parce que si on fait un paix comme ça, un échange de territoire pour paix, Poutine resterait dans une position de menacer le reste de l'Ukraine en perpétuité, numéro un. Donc, c'est possible seulement d'avoir une paix si on donne aux Ukrainiens une garantie de sécurité. Donc, il y a trois choses qu'il faut faire. Donc, ce matin, hier soir, Joe Biden a donné la permission, voilà. C'est bon. Et ça, c'est bien, ça ? C'est bien. Et aujourd'hui... L'autorisation d'utiliser formidable. Les missiles longue portée américains pour viser le territoire russe. Il fallait le faire ça, depuis longtemps. Depuis 18 mois. Ouais, absolument. Il fallait faire ça il y a 10 mois. Mais aujourd'hui, nos gouvernement français, britannique doit dire aujourd'hui qu'on donne la permission pour utiliser les Scalpies, les missiles croisières, et pour nous le Storm Shadow, c'est la même chose. Contre les Russes. Contre les bases russes. En territoire russe. Donc. En territoire russe, qu'ils utilisent pour faire les bombardements contre les positions ukrainiennes. C'est ça il faut faire aujourd'hui. Deuxièmement, il faut construire un grand accord financier pour l'Ukraine, comme l'End-Lease pour les Anglais durant la Deuxième Guerre mondiale. Les Américains ont donné tant d'argent, ils ont prêté tant d'argent et nous avons repayé jusqu'au gouvernement de tout. Pour reconstruire l'Angleterre. Pour permettre aux Britanniques de combattre pendant la guerre. Mais l'Ukraine, c'est un pays très riche. Ils peuvent le repayer. Et il faut faire ça. Et troisième, les garanties de sécurité. J'insiste sur ça, il faut absolument donner la clarté aux Ukrainiens. Parce que le problème avec l'Ukraine, c'est on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est un pays tampon ou est-ce que c'est une partie de l'Occident, une partie de l'Ouest. Boris Johnson, le chancelier Olaf Scholz, allemand, a eu tort la semaine dernière d'appeler Vladimir Poutine. Est-ce qu'il a ouvert la boîte de Pandore, comme l'a dit le président ukrainien Zelensky ? À mon avis, comme j'écris dans les pages de Indomptable, c'est une erreur parce que vous voyez que avant l'invasion de 2022,
il y avait le processus Normandie, le format Normandie. Vous vous souvenez? Et c'était les Français et les Allemands qui géraient cet accord. C'était affreux. C'était c'était comme les Russes et les Ukrainiens étaient des mariés c'était le marital therapy, la thérapie de couple. La thérapie de couple. Non, c'est pas ça. Il faut pas les marier. Le problème, c'était que un pouvoir, la Russe, un autocrate, Poutine, a envahi un pays totalement innocent, avec de violences incroyables, criminelles. Et vous voyez ce qui peut passer hier, avant que Joe Biden a dit ça. Les bombardements les plus violents. Beaucoup de citoyens totalement innocents, tués par Poutine. Et je ne crois pas que Donald Trump peut donner la victoire à Poutine, c'est ce que vous pensez. Voilà, je ne peux pas. Vous dites c'est une affaire d'ego de Trump, c'est ce que vous écrivez, c'est une affaire d'ego, il ne peut pas accepter une capitulation de l'Occident face à Poutine. On verra si vous avez raison. On verra, peut-être je suis naïf, mais on verra. On verra, mais c'est vrai qu'on veut aussi parler d'autres choses, parce que votre livre, 700 pages, est très dense, très excessif parfois, drôle, décalé également, et... question sur la nature. Excessif, excessif, c'est un compliment. C'est un compliment, c'est débordant. Excessif, c'est vous, quoi. Alors, ces mémoires, sur la nature même du livre, Boris Johnson, ces mémoires sont-elles votre manière de défendre votre bilan, de redorer votre blason auprès des Britanniques, après la polémique du Partygate? Personne d'autre ne peut pas faire ça. Il faut le faire. Oui, il faut le faire soi-même, effectivement. Nicolas, On vous a reproché d'avoir menti et organisé des fêtes pendant le Covid à Downing Street. Est-ce une manière aussi de redorer votre image auprès de ceux qui ne vous pardonnent pas le Brexit, ou est-ce un livre qui annonce votre retour en politique? Non. Pour moi, c'est très important de rappeler ce que Brexit a fait. Et je vous rappelle que en cette époque-là, le 2021, janvier 2021, on a pu donner autorisation au vaccin plusieurs semaines en avance que les 27. Et donc, le Brexit a sauvé des vies. Le Brexit a sauvé le Brexit. Le Brexit. Oui. En Europe aussi, on a vacciné, vous savez. Pardon ? En Europe aussi, on a vacciné. Dans l'Union européenne aussi, on a vacciné. Il n'y a pas qu'en Grande-Bretagne qu'on a vacciné. Oui, mais plus tard. Oui. Et donc en mars, je vous donne le chiffre. En mars 2021, nous avons vacciné, parce qu'on a commencé en avant, nous avons vacciné 45% des adultes et presque 100% de ceux qui sont qui ont plus de 80. En Europe, dans l'Union européenne, le chiffre était 10%. Et ils étaient très fâchés contre nous. Et c'était un petit problème politique. Et vraiment, ils ont essayé D'accord, Boris Johnson, bloquer. vous avez, c'est votre point, et franchement, vous le défendez. Il n'y a pas de mea culpa sur le Brexit. Vous continuez à penser que c'était une bonne chose. Les Britanniques jugent de manière écrasante. Alors vous allez me dire, c'est les sondages, que la sortie de l'Union européenne n'a pas été une bonne chose, qu'elle n'a pas permis de réguler l'immigration, qu'elle n'a pas permis d'améliorer le système de santé britannique comme vous l'aviez promis pendant la campagne. Seul un Britannique sur 10 dans la dernière enquête Opinium estime que la sortie de l'Union européenne a amélioré sa propre situation financière, a amélioré les salaires. 1 sur 10 seulement pense que ça l'a amélioré. Les autres pensent que ça l'a aggravé. Comme je viens de vous dire. Ils se trompent tous. Comme je viens de vous dire, il y avait des sondages avant le vote pour le Brexit qui était tout à fait contre le Brexit. Il y a exactement le même. Mais quand ils ont dû faire la décision, les Britanniques ont voté pour quitter l'Union européenne par un marge énorme. C'était 17,4 millions de gens. C'était plus que
chaque élection, toutes les élections, tous les votes de l'histoire de mon pays. On va passer au standard parce que beaucoup d'auditeurs de France Inter souhaitent dialoguer avec vous, Boris Johnson. Des auditeurs? Oui, des auditeurs. Bonjour Roger. Oui, bonjour. On vous écoute. Alors bonjour France Inter, good morning Mr. Johnson. Bonjour Roger. Brexit a été une catastrophe pour le Royaume-Uni, il faut l'admettre. Par exemple pour la recherche et l'innovation qui bénéficiaient très largement des financements de l'Europe. J'en ai moi-même été victime, j'ai vécu 23 ans au Royaume-Uni. Je travaille dans la recherche. Je suis rentré en France en 2019 parce que l'atmosphère était devenue vraiment trop toxique. Beaucoup de Brexiteurs, comme on vient de l'entendre, regrettent d'avoir voté pour le Brexit. Vous dites que vous ne le regretterez pas. Mais vous excuserez-vous alors un jour d'avoir embarqué votre pays dans cette aventure construite sur des mensonges populistes comme les 350 millions pour le NHS et le passeport bleu? Merci, merci Roger. Primo, je suis désolé que vous avez quitté l'Angleterre. Par contraire, comme Léa vient de dire, il y avait une très grande immigration à l'Angleterre suivant le Brexit parce que tout le monde veut habiter dans notre pays et sur le dossier la recherche nous avons un secteur de haute technologie en Angleterre, à Londres, en Angleterre qui est plus grand que la France et l'Allemagne et l'Israël en combination. Voilà. Et on a un unicorn, donc un unicorn, un nouveau start-up en valeur d'$1 milliard par chaque 2 semaines. Et Monsieur Roger, vous êtes scientifique. Je crois. Il vous dit mensonge. Il vous dit mensonge populiste. C'était Boris Johnson. Il vous dit mensonge populiste. Vous avez fait du mensonge populiste. Non, quel mensonge? Est-ce que ça vous le prenez mal ou est-ce que vous dites oui, d'accord? Non, absolument pas. Vous n'êtes pas populiste. Non, absolument. C'est nous qui ont dit la vérité. Et c'était eux qui veulent rester dans l'Union européenne, qui ont dit on va avoir 1 million de chômage. Vous souvenez? George Osborne, il dit qu'il y aurait beaucoup de gens qui n'ont pas d'emploi. Absolute bullshit. C'était pas vrai. Voilà, mais c'est ce qu'on peut lire. C'est ce qu'on peut lire dans le livre. Quand j'étais fini à être Premier ministre, le taux de chômage était à un niveau plus bas que depuis 50 ans. 50 ans, le taux de chômage des jeunes est à un niveau le plus bas depuis 45 ans. Et on a eu, je me souviens, 620 000 personnes plus en emploi qu'avant la pandémie. On va pas refaire le référendum. C'était eux, voilà. Oui, non, c'était eux qui ont menti. C'était eux qui ont fait les mensonges populistes. Et pourquoi ne vous demandez d'apologie? Comment apologie? L'excuse. Pourquoi ne vous demandez les excuses des resteurs, les remaineurs? Boris Johnson, il faut lire votre livre. Vous avez votre position, vous la défendez clairement dans le livre. Beaucoup de Français et d'Européens n'ont pas compris la décision des Britanniques de 2016, mais c'est pas grave parce que... Attendez, il reste 1 minute. Allez-y, mais m'engueulez pas, mais il reste 1 minute et je trouverais ça dommage de pas dire à l'antenne qu'il y a aussi des portraits mordants que vous faites de plein de dirigeants du monde entier que vous avez vus, notamment des Français et notamment de Michel Barnier qui a été Monsieur Brexit avec qui vous avez... je l'aime très bien. Alors, pardon, ombrageux, cartésien, méfiant, c'est les 3 adjectifs que vous prenez sur Michel Barnier. Et sur Emmanuel Macron, vous parlez... Alors, c'est étonnant le portrait que vous faites d'Emmanuel Macron. Vous dites que vous êtes un peu un amoureux éconduit. Au début, vous étiez sous le charme d'Emmanuel Macron. Et puis après, vous dites, j'ai essayé de lui proposer des choses en bilatéral. Il a jamais voulu. Je n'ai jamais réussi. Parce qu'il veut punir l'Angleterre. Oui, parce que vous voyez que les Français, quand on a fait l'entrée dans la communauté européenne, les Français ont demandé des termes très durs et qu'on a quitté, ils ont fait la même chose. Mais
Ça ne fait rien. Emmanuel Macron, Michel Barnier, je les aime beaucoup. Mais pour retourner à ce point de Brexit, le problème de l'Europe, c'est que on a un taux de croissance beaucoup plus inférieur vis-à-vis les États-Unis. Et il faut voir. Ça, c'est le problème. Depuis la crise de 2008. 2008, la crise financière. Les États-Unis et l'Union européenne avaient tous les deux à peu près le même produit-prix. Maintenant, 14 milliards de dollars. Maintenant, l'Union européenne a peut-être 15, 16 milliards de dollars. Les États-Unis, 26. Et il faut demander pourquoi. Et c'est parce qu'il y a une culture de régulation, de réglementation, qui n'est pas... oui, c'est une défense du libéralisme. Hein. Ça, c'est sûr que votre livre est aussi une défense du libéralisme. Et il faut penser à ça. Parce que si on veut de croissance, il faut avoir la liberté. Une dernière question sur la reine d'Angleterre, Elisabeth II, décédée peu de temps après votre départ de Downing Street. Vous racontez votre dernière rencontre avec elle 2 jours avant sa mort. Elle vous a donné un conseil: l'amertume ne sert à rien. L'amertume ne sert à rien, Boris Johnson. Vous avez compris ce qu'elle voulait dire ? Oui, et c'est tout à fait vrai. Et si tout le monde comprenait ça, le monde serait mieux. Mais elle a dit aussi quelque chose de très utile. Je ne sais pas si nos auditeurs ont une phobie des pies. Les oiseaux. Des oiseaux blancs et noirs. Vous avez une phobie des... Non. Ok, c'est pas. Mais en Angleterre, si on voit une seule pie, on pense que la journée, on trouverait de mauvaises chances pendant la journée. Et donc, elle m'a donné un conseil, une formule magique pour éviter la phobie des pies seules. Il faut dire aux pies, si vous voyez un pie seul, il faut dire Monsieur la pie. Monsieur Lapi, voilà, bonjour. Aujourd'hui, c'est le 18 novembre. C'est lundi ? Oui, c'est lundi. Lundi, voilà, c'est lundi le 18 novembre. Voilà. Et voilà. Et pas de problème. Et ça suffit. Et c'est parti. Et tout s'envole. Et tout s'envole. Et ça, c'est le type de conseil qu'elle vous a donné. Ouais. C'est un tip from the top. A tip from the top. Merci infiniment, Boris Johnson, d'avoir été l'invité de France Inter, Indomptable, et publié aux éditions Stock. Merci encore. Merci beaucoup. Et merci à Harold Manning, qui était aussi avec nous. Qui n'a pas beaucoup travaillé parce que vous avez parlé français. Non, oui, en français. Je parle barbariquement. Voilà. Mais non, c'était très bien, très audible. Il y a la voix, tout va bien. 8h51.